Bien, mes chers collègues, nous reprenons notre séance et nous abordons cet après-midi un débat organisé sur l'adoption du plan biodiversité 2025-2030 de Paris. Il s'agit du document DEV 1. Et la conférence d'organisation a convenu de ce débat organisé qui inclura bien sûr les temps de parole définis, dans les temps de parole définis, la présentation des amendements et des vœux. Je vais introduire ce débat sur lequel Christophe Najowski apportera les réponses de l'exécutif. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Mes chers collègues, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec une conviction profonde. Le plan biodiversité de Paris n'est pas simplement une feuille de route écologique, c'est une véritable déclaration d'engagement. Un engagement à adapter notre ville pour qu'elle devienne un espace accueillant et respectueux de tous les êtres vivants, la faune, la flore qui partagent notre quotidien. S'il vous plaît, les adjoints, merci, parce que le son vient jusque-là, donc si on peut, voilà, je ne suis pas obligée de crier. Face à l'érosion sans précédent du vivant, l'urgence écologique est devenue une réalité incontournable. Il est temps de repenser notre relation aux écosystèmes, de l'amplifier et bien sûr de l'approfondir. Surtout, d'agir concrètement pour restaurer la place du vivant au cœur de Paris, ce que nous faisons. Depuis 2011, notre capitale s'est dotée d'un plan biodiversité, une feuille de route ambitieuse pour mieux connaître, protéger et renforcer la biodiversité de notre ville. Mais au-delà de la simple volonté de préserver notre patrimoine naturel, cette démarche est véritablement un engagement pour l'avenir, pour un Paris où la nature est au cœur de notre quotidien, la nature et le vivant sous toutes ses formes. En 2016, Paris a fait un pas très important en reconnaissant la biodiversité comme citoyenne d'honneur. D'ailleurs, beaucoup de railleries à ce moment-là pour nous expliquer que ça n'avait pas de sens. En fait, si vous savez, de reconnaître la citoyenneté d'honneur à la biodiversité, on l'a vu depuis, il y a même des villes qui, sur d'autres continents, ont donné aux insectes pollinisateurs des statuts de citoyens, non pas d'honneur, mais des citoyens de leur ville. Dans la même dynamique, nous avons choisi 9 ans plus tard de faire de la Seine un fleuve citoyen avec des droits. Un geste symbolique mais essentiel qui incarne une nouvelle ère dans notre rapport à la nature, qui n'est plus un objet d'exploitation, mais véritablement un partenaire vivant avec lequel nous devons construire un équilibre durable, car nous sommes interdépendants. Depuis plusieurs années, grâce à une politique de végétalisation ambitieuse, sans produits phytosanitaires chimiques, et ça depuis 2006, une vision de long terme d'adaptation au dérèglement climatique, nous transformons notre ville en une véritable ville-jardin. Je crois que ça se voit, en tous les cas, cela nous est envié dans le monde entier. Forêts urbaines, là aussi, que n'avons-nous entendu de « ils ne les feront pas, ils ont renoncé, il n'y en aura pas, tout ça n'existe pas ». Que n'avons-nous entendu aussi au sujet de ces forêts urbaines qui, en fait, sont un modèle à proprement parler dans beaucoup de villes denses, je pense notamment à Tokyo, mais aussi des villes chinoises qui appellent cela soit des forêts urbaines, soit des forêts de poche. Les cours oasis qui sont aujourd'hui copiés dans beaucoup de villes partout dans le monde, les toits végétalisés. Je reviendrai bien sûr sur les rues aux écoles ou encore sur les rues jardins que nous allons aussi mettre en œuvre. Autant de preuves concrètes. Des preuves aussi de l'adhésion des Parisiennes et des Parisiens qui sont au rendez-vous. Lors de la dernière votation citoyenne, près de 66% d'entre eux ont exprimé leur volonté de végétaliser 500 nouvelles rues dans toute la ville, de les rendre piétonnes, vertes, accessibles, de retirer notamment les stationnements prévus pour les automobiles et donc de regagner encore de la place. Cette votation citoyenne, là aussi, que n'avons-nous entendu ? Mais dans le monde entier, cette votation est prise comme un signal positif
d'une ville qui se transforme. Et ce que l'on me dit souvent, si Paris y arrive, alors ailleurs, on peut aussi réussir. Dès les prochaines semaines, nous allons d'ailleurs commencer à identifier ces rues, arrondissement par arrondissement, avec les maires d'arrondissement. Cela montre une fois encore à quel point les Parisiennes et les Parisiens sont attachés à la nature et désirent plus de verdure dans leur quotidien. Aujourd'hui, la ville de Paris est reconnue sur la scène internationale et nationale pour son engagement en faveur de la biodiversité. À quelques mois de la COP 30 à Belém, au Brésil, aux portes de l'Amazonie, il est plus que jamais temps de lier nos feuilles de route climatiques et biodiversité. Les deux, évidemment, vont ensemble. Ce nouveau plan biodiversité 2025-2030 est une continuité de ce travail déjà engagé. Il est issu d'une très large consultation des Parisiennes et des Parisiens, des acteurs locaux, des scientifiques, des associations. Il trace ce chemin que nous voulons poursuivre vers une ville plus verte, plus inclusive et résolument tournée, bien sûr, vers l'avenir. Je veux saluer ici l'engagement de tous les acteurs mobilisés, en particulier le Comité parisien de la nature et de la biodiversité, qui est composé d'associations et de scientifiques qui jouent un rôle de commission extra-municipale et qui partagent avec nous, majorité municipale, mais aussi, j'ose le croire et je le sais, une grande partie de notre opposition, cet amour du vivant et de la nature. Je veux aussi remercier, bien sûr, l'Assemblée citoyenne, chère Anouche, avec les Parisiennes et les Parisiens, dont les vœux et les votes et les propositions nous ont permis d'avancer tous ensemble. Et notamment, la dernière votation citoyenne est issue d'une de leurs propositions que nous avions votée ici au Conseil de Paris et qui est maintenant soutenue par les Parisiennes et les Parisiens à partir de la votation que nous avons faite. Enfin, je veux aussi, bien sûr, remercier très chaleureusement mon adjoint Christophe Najowski pour son travail remarquable. Chaque semaine, Christophe chausse ses bottes pour planter de nouveaux arbres. 155 000 ont été plantés depuis 2020. Chaque jour, il œuvre à faire de Paris une ville qui respecte le vivant. Là aussi, j'entends parfois « oui, c'est vrai, mais non, mais quand même ». Écoutez, il suffit de regarder et je crois que la preuve est là, sous nos yeux, de toutes ces plantations magnifiques qui sont faites, de grands sujets, de plus petits sujets, en fonction des lieux de plantation et en fonction, évidemment, aussi de la possibilité pour ces plantations de pouvoir se déployer. Aujourd'hui, la biodiversité urbaine est une réalité tangible à Paris. Et grâce à une gestion de la biodiversité ambitieuse et à l'entretien d'une mosaïque aussi de milieux de vie, je pense aux hérons, aux hérissons. Là aussi, que n'avions-nous entendu sur les hérissons? Nous étions, je ne sais pas, tombés sur la tête à vouloir nous occuper des hérissons, à vouloir leur offrir des refuges et à soutenir une association qui s'occupe des hérissons. Souvenez-vous des polémiques que nous avons eues à cause des hérissons, ou grâce aux hérissons. Parce que finalement, merci les hérissons. Ils nous ont permis d'aller plus loin et aussi de continuer notre travail pour faire en sorte que les abeilles sauvages réinvestissent aussi nos espaces urbains. Oui, nous devons aller encore plus loin. Nous devons construire un réseau écologique véritablement intégré dans la ville, car chaque parc, chaque square, chaque rue, chaque toit végétalisé, tous ces espaces doivent devenir des refuges pour la faune et la flore. Nous devons tisser un lien vert continu entre tous ces espaces, du bois de Boulogne au bois de Vincennes, en passant bien sûr par les berges de la Seine. Et là, que n'avions-nous entendu sur les berges de la Seine qui devaient rester à vie, pour toujours, disons-le, une autoroute urbaine fracturant notre ville. La Seine. La Seine, justement, elle est aussi le symbole fort, cher Pierre Rabadan, de cette transformation. Là aussi, longtemps sacrifiée au béton, à la pollution, elle va renaître avec son écosystème. Le retour des moules d'eau douce, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est des scientifiques
Donc des gens très sérieux, auxquels nous croyons et sur lesquels nous nous appuyons, qui ont été eux-mêmes surpris de l'apparition de ces moules d'eau douce, mais aussi les anguilles. Tout cela témoigne de cette reconquête du vivant, de notre fleuve. Et c'est avec une grande fierté que nous pourrons nous y baigner cet été, parce que ça aussi, c'est un symbole de ce long combat pour rendre sa juste place à la nature et pour que nous puissions, nous-mêmes, en tant qu'humains, pouvoir en profiter et avoir cette source de rafraîchissement qu'est la Seine, comme un espace dans lequel nous pouvons y avoir des activités et duquel nous ne sommes pas interdits. Samedi dernier a été lancée, avec Pierre Rabadan et Anouche Toragnan, la Convention citoyenne des droits de la Seine. Quelle belle initiative après le procès fictif que nous avions fait au Théâtre de la Concorde. Et là aussi, notre ambition est claire, doter le fleuve de droits propres pour mieux garantir sa protection. Autrement dit, reconnaître à la Seine une personnalité juridique à part entière afin qu'elle soit considérée comme un sujet de droit à préserver, à défendre, dans lequel elle pourra se préserver et se défendre elle-même. 50 citoyens travaillent, formuleront des propositions pour mieux protéger le fleuve et repenser notre rapport à la nature dans un monde encore trop anthropocentré. Le plan biodiversité poursuit cette ambition, dessiner le long de la Seine une continuité piétonne et naturelle du bois de Boulogne au bois de Vincennes. Ce corridor écologique offrira un espace unique où l'eau et le végétal retrouveront leur place au bénéfice du vivant comme des Parisiens. Nos enfants doivent avoir le droit de grandir dans un Paris qui respecte la nature et le vivant sous toutes ses formes. Aujourd'hui, 100% des élèves parisiens ont accès à un espace de nature dans leur école ou à proximité. Et une cour d'école végétalisée, ce n'est pas un simple aménagement paysager. C'est un espace de respiration, de bien-être, d'apprentissage, où l'on apprend à aimer la nature, à comprendre, à la protéger. Ce lien entre école et nature, c'est aussi ce qui prépare les générations futures à bâtir un monde plus respectueux du vivant. Ce que nous faisons avec les enfants, notamment faire école dehors, dans les jardins, c'est en train de faire école. C'est une méthode pédagogique extrêmement efficace utilisée dans les pays du Nord. Nous l'avons importée, nous la développons en lien avec le rectorat. Mais nous allons aussi faire l'école sur l'eau. C'est le projet Fluctuate sur lequel nous sommes en train de travailler, qui permettra aussi aux enfants de découvrir cet espace qu'est la Seine et que sont les milieux aquatiques. Et je dis cela à quelques semaines de l'ouverture de la grande conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra à Nice. Et donc, oui, nous devons faire face aux climato-sceptiques, aux prédateurs, disons les choses comme ça, parce qu'ils sont passés de climato-sceptiques à résolument aux côtés des prédateurs, à toutes ces forces rétrogrades qui tentent d'entraver l'action pour le climat et la biodiversité. Et nous devons résister, ce que nous faisons. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sous la présidence de Donald Trump, tout comme toutes ces tensions géopolitiques qui traversent aujourd'hui la planète, nous rappellent que rien n'est acquis et qu'il nous faut redoubler d'ambition et d'être vigilants, car les choses peuvent basculer du mauvais côté de l'histoire d'une façon assez surprenante et rapide. Alors, aux côtés de toutes les forces progressistes, nous continuons de bâtir à Paris un modèle de ville vivante, résiliente et juste. Et c'est là précisément notre ambition, une écologie profondément humaniste. Faire de Paris une ville où la nature est chez elle partout, reconnaître notre interdépendance. Nous ne pouvons pas vivre sans la nature et nous sommes vraiment dépendants d'elle comme elle est aussi dépendante de nous. C'est une aspiration essentielle pour relever les défis du siècle dans lequel nous sommes. Et aussi pour protéger ses habitants, Paris doit devenir plus que jamais une ville-jardin capable d'affronter le défi climatique
10 ans après la signature des accords de Paris, notre capitale reste fidèle à ce rendez-vous historique. Elle demeure plus que jamais une ville qui prend soin des autres et du vivant dans son ensemble. Je compte sur l'adhésion de tous les groupes politiques à ce nouveau plan. J'espère qu'il sera adopté de façon unanime. Je vous remercie et j'ouvre le débat. Première oratrice, Madame Carline Lubin-Noël pour le groupe LR-LCI. Vous avez la parole. Mes chers collègues, alors que la baisse de la biodiversité en France se fait partout ressentir, certains la décrivent même comme une 6e extinction. Nos villes peuvent paradoxalement être des refuges pour la faune et la flore. Les milieux urbains ont des avantages dans le combat contre cette chute de la biodiversité. L'absence de zones agricoles limite l'utilisation de pesticides ou de produits chimiques. J'aimerais citer ici comme exemple le miel des ruches du toit de l'Opéra Garnier qui a été analysé en laboratoire et qui est d'excellente qualité, sans trace de pollution ou de produits chimiques. L'importance de ce sujet de la biodiversité à Paris mériterait que ce plan soit complet. Malheureusement, il passe à côté de plusieurs enjeux majeurs qui auraient mérité des objectifs et des actions détaillées. Vous affichez une volonté de lutter contre les espèces envahissantes. Nous soutenons bien évidemment ce point, mais vous n'évoquez à aucun moment la prolifération du rat dit surmulot, qui est pourtant décrit dans l'Atlas de la nature de Paris publié par vos soins comme une espèce exotique envahissante. Cet animal est l'un des premiers destructeurs de nos espaces verts ou des rues végétalisées, sans parler des autres problèmes sanitaires que cause sa présence en surface que l'on connaît depuis des siècles. Toujours sur la lutte contre les espèces invasives, vous voulez développer et renforcer la trame bleue via des mares et des bassins sans jamais rien dire de leur entretien et de la lutte contre les moustiques tigres en été dont le développement est favorisé par ces zones humides stagnantes. Nous avons pourtant alerté sur ce sujet. Ma collègue Elisabeth Stibbe avait déposé un vœu en mai dernier visant à lutter contre la prolifération des moustiques. Votre plan ne parle pas non plus des animaux domestiques et des animaux errants, notamment les chats errants qui sont les premiers destructeurs de la vie-faune en France avec 75 millions d'oiseaux tués par an. Mon collègue Jacques-Yves Bobot est particulièrement investi sur ce sujet et avait demandé la mise en place d'actions pour la vaccination et la stérilisation des chats errants. Les arbres sont les grands absents de ce plan. Ma collègue Véronique Bucaille reviendra sur ce point. J'avais moi-même déposé un vœu lors du dernier conseil demandant la mise en place d'une stratégie de préservation des arbres adultes. En outre, le projet de trame blanche visant à réduire le bruit en ville évoque la circulation automobile, mais omet la pollution sonore engendrée par certaines terrasses ou par l'ouverture de certains espaces verts 24 heures sur 24 pendant l'été. Encore un sujet sur lequel vous manquez votre cible. D'autres items de ce plan sont particulièrement vagues, comme cet objectif visant à mobiliser les Parisiennes et les Parisiens afin qu'ils deviennent acteurs de la gestion du frelon à pattes jaunes. On cherche encore ce qu'il faut y comprendre. Ce plan affiche une volonté de placer la biodiversité au cœur de la santé environnementale, l'occasion pour moi de rappeler le manque de vision et de stratégie globale à ce sujet, alors que nous avions proposé d'intégrer systématiquement une étude d'impact en santé environnementale pour tout projet de construction ou de rénovation à Paris, vous avez rejeté ces mesures, signe qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre un plein engagement sur ce sujet. Enfin, je terminerai par l'agriculture urbaine. Les projets de fermes urbaines coûtent cher, sont peu productifs et ne sont pas rentables. L'échec de la promenade Barbès-Stalingrad, qui a coûté 11 millions d'euros, ou les difficultés financières récurrentes des fermes urbaines à Paris en sont un bon exemple. Malgré des bonnes intentions et un certain effort de concertation avec les mairies d'arrondissement, ce plan aurait dû répondre aux ambitions affichées, nous le regrettons. Je vous remercie. Merci, mais je pense qu'il vous sera apporté des réponses et sur les montants et sur... c'est vrai qu'on ne visait pas à faire de l'agriculture intensive, chère Audrey, mais pour autant, je pense que
je pense qu'il y a quelques réussites là aussi sur ces sujets. Mais on va y revenir. Jean-Philippe Gillet pour le groupe communiste et citoyen. Et permettez-moi de saluer l'école de la deuxième chance qui assiste à nos travaux. Merci Madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, notre majorité est résolument engagée pour la préservation de la biodiversité et ce nouveau plan en est une preuve de plus. Cependant, notre ambition doit faire face à un contexte particulièrement défavorable. En octobre 2024, la 16e COP sur la biodiversité en Colombie n'a pas abouti et a été prolongée à Rome en février 2025. Elle a été un échec car elle n'a pas su trouver un compromis entre pays riches et pays pauvres sur le financement des mesures de protection de la biodiversité. En février, un compromis a finalement été trouvé concernant le financement. 200 milliards de dollars par an d'ici 2030, dont 30 milliards fournis par les nations riches aux nations pauvres. C'est encore trop peu et les pays du Sud réclament la création d'un nouveau fonds qui s'émanciperait du Fonds mondial pour l'environnement dont la gouvernance est essentiellement assurée par les pays riches. C'est là le cœur du problème. Le capitalisme et les nations les plus puissantes non seulement dévastent l'environnement des pays pauvres, n'investissent pas assez pour réparer ces dégâts, mais dictent aussi les règles du jeu. C'est d'autant plus problématique à l'heure où de nombreux pays semblent perméables aux thèses de l'extrême droite qui sacrifie les droits des travailleurs, méprise les droits des femmes et sacrifie la préservation de la biodiversité. La France n'échappe pas à cette logique réactionnaire. L'Office français de la biodiversité fait l'objet d'attaques de plus en plus graves. La FNSEA, la coordination rurale, l'attaque d'ailleurs matériellement, physiquement, mais aussi Laurent Wauquiez, qui a signé un courrier le 7 février dernier destiné aux agriculteurs de sa région, où il qualifie l'OFB, je cite, de coalition d'idéologues qui les empêchent de travailler sereinement et les accable de contrôles absurdes. Fin de citation. Cette rhétorique contre la biodiversité se traduit dans la dernière loi d'orientation agricole qui marque un recul incompréhensible sur l'interdiction des pesticides les plus dangereux et dépénalise les atteintes volontaires à l'environnement et aux espèces protégées. Cette dernière disposition a d'ailleurs, et heureusement, été censurée par le Conseil constitutionnel. Le cœur du problème, c'est que la logique du profit propre au capitalisme impose ses vues à la planète entière. Si l'environnement menace le taux de profit, alors il devient une variable à éliminer, tout comme les droits des travailleurs. La préservation de la biodiversité est donc une question de classe. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'en vue de la COP 30 au Brésil, des syndicats, dont la CGT, se sont réunis dans une pré-COP pour affirmer le rôle crucial du travail dans la lutte contre le dérèglement climatique et la déforestation. Améliorer les conditions de travail des 33 millions de travailleurs qui œuvrent en Amazonie, c'est agir contre l'extractivisme et l'appétit des multinationales. C'est donc préserver la plus grande réserve de biodiversité au monde, avec toujours à l'esprit la phrase de Chico Mendes qui proclamait que, je cite, « l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage ». Tout de même, à Paris comme ailleurs, défendre la biodiversité nécessite des travailleurs formés et protégés par des conventions collectives de haut niveau. Dans cet esprit, le groupe communiste défend bien sûr la proposition de Yann Brossa qui vise à développer des voies sur berge du pont de Garigliano jusqu'au parc de Bercy. Il faut conquérir à Paris comme ailleurs de nouveaux espaces, ici, le long de la Seine, pour que les Parisiens puissent se réapproprier leur fleuve. Nul doute que Mme Dati et la droite parisienne, attentives aux intérêts des plus aisés, s'y opposeront fermement, comme elles se sont opposées à la première séquence de piétonisation des voies sur berge, en attaquant la ville en justice. Parmi les différents focus du plan, nous saluons particulièrement l'ambition de développer des haies. Ça peut paraître baroque à Paris, c'est un enjeu crucial en campagne, mais à Paris, c'est vital pour le développement des petits passereaux qui sont menacés partout ailleurs. Enfin, j'aimerais revenir sur le vœu de M. Bournazel concernant l'interdiction de la pêche. Alors c'est vrai que je suis déjà intervenu dans cette Assemblée à cette occasion, mais tout de même, nous, le groupe communiste, réaffirmons que les pêcheurs et leurs associations sont aux côtés et avec toutes les associations de protection de la nature
des vigies indispensables quant à la protection du milieu aquatique. Le résultat de ces actions communes est très concret. 37 espèces de poissons sont aujourd'hui recensées dans la Seine, 40 dans la Marne, contre 4 il y a 40 ans. Nous voterons donc en conscience et en cohérence contre le vœu de M. Bournazel, mais bien sûr en faveur du nouveau plan biodiversité. Je vous remercie. Merci Monsieur Gillet. Madame Lelièvre pour le MoDem et indépendant. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Le plan que nous examinons aujourd'hui à Paris est un texte important, porteur d'ambitions que nous partageons largement, à savoir celle d'une capitale plus verte, plus résiliente, mieux armée face aux effets du changement climatique. Le groupe MoDem et indépendant salue ces ambitions, renaturation, trame écologique, végétalisation du bâti et implication citoyenne. Mais pour que cette ambition se traduise dans les faits, encore faut-il affronter la réalité du terrain avec lucidité et vigueur. Plusieurs mesures ont déjà été annoncées par le passé, notamment sur les forêts urbaines, et se sont butées à des contraintes techniques. Je pense notamment à la densité des réseaux souterrains qui rendent souvent impossible la plantation en pleine terre ou à des essences mal adaptées au sol urbain. Or, sans enracinement profond, il est illusoire de croire que la santé et la pérennité des arbres sera assurée. Il ne suffit pas de verdir en surface, il faut penser avant tout durable, ce qui implique évidemment les plantations en pleine terre quand c'est possible, le choix des essences résilientes et faire en sorte que la conception des aménagements soit pensée dans une logique de continuité écologique et de connaissances scientifiques. De nombreux arrondissements comme le 9e ont d'ailleurs engagé des politiques actives de transformation de places minérales, de végétalisation de squares, cours d'école convertis en cours oasis, soutien à la végétalisation des toitures et des cœurs d'îlots, accompagnement des copropriétés et rénovation privée. Ce sont des exemples et des actions concrètes, efficaces, mais qui nécessitent du temps, de l'ingénierie, des moyens, de la coordination et de la cohérence avec les services de la ville. Autre point sur lequel j'aimerais revenir, la méthode Miyawaki. Elle avait suscité beaucoup d'attentes, parfois trop. L'expérience a montré qu'il était nécessaire de passer à une logique de volume pour planter et de passer à une logique de qualité écologique centrée sur l'indice de canopée. Ce recentrage est bienvenu. Il doit être clairement assumé dans le plan. Ce n'est pas le nombre d'arbres dans des tableaux Excel qu'il faut compter, mais leur capacité à s'inscrire dans le temps, à créer du microclimat, renforcer la biodiversité. J'aimerais revenir sur une des avancées majeures qui traduit qui aurait pu être sans doute portée plus tôt, mais qui est à saluer de façon positive, la volonté de réorienter 100% des dépenses identifiées comme défavorables à la biodiversité. C'est une mesure forte, elle aurait pu être portée précédemment par la ville, notamment au moment de l'adoption de l'article 8.32 en 1992, où les pays devaient s'engager et les villes à favoriser la réorientation des finances favorables au développement durable. Elle aurait pu être pensée en 2010, où le concept avait été étendu en France en particulier et recentré sur la biodiversité. Mais elle ne pourra être effective, cette mesure, que si elle est suivie d'un travail précis, transversal, impliquant toutes les directions, pas simplement celles en charge des espaces verts. Car les politiques du logement, de la mobilité, des achats publics ou de la propreté ont un impact direct sur la biodiversité, parfois de façon négative. Il nous manque aujourd'hui plusieurs choses pour que ce plan puisse donner sa pleine ampleur les prochaines années. D'abord, une vision claire du financement. Les objectifs affichés, 40 hectares de nouvelles surfaces végétalisées, 360 cours oasis supplémentaires d'ici 2030, nécessitent des moyens à la hauteur. Il nécessite également une cohérence complète avec les politiques de biodiversité de façon générale et dépasser la politique des silos. La cartographie et la continuité des corridors écologiques doivent se penser à une échelle métropolitaine en cohérence avec les dynamiques des communes voisines. La biodiversité ne peut s'arrêter aux frontières administratives de Paris. Enfin, il nécessite, et nous l'avons déjà dit, une cohérence entre tous les plans portés par la ville, afin que ces plans, non pas se superposent les uns aux autres, mais soient totalement cohérents. Plan climat, plan arbre, plan local d'urbanisme, plan bioclimatique, plan Paris pluie, plan sobriété hydrique, plan résilience, plan local de prévention des déchets et assimilés ménagers. Tous ces plans doivent être appréhendés de façon globale et suivis notamment par des reportings réguliers à la 8e commission. C'est dans ces conditions que nous pourrons préserver le vivant dans notre ville. Je vous remercie. Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun, vous avez la parole. Merci Madame la maire.
la maison brûle, mais à Paris, nous avons décidé de ne pas regarder ailleurs. Nous avons décidé d'agir, et c'est dans cette perspective que s'inscrit le plan biodiversité qui nous est présenté. La nécessité vitale de sauvegarder la biodiversité n'est plus à prouver. Nous le savons désormais, sa destruction met en péril notre propre survie et donc aussi celle des générations à venir. Sauvegarder la biodiversité, c'est tout simplement permettre l'avenir, et les villes ont un rôle à jouer en la matière. À Paris, nous avons un patrimoine naturel, faune et flore d'une richesse exceptionnelle et le devoir de le préserver et de le faire prospérer. Cette prise de conscience n'est pas nouvelle puisque cela fait désormais 14 ans que la ville de Paris agit, s'étant dotée dès 2011 d'un premier plan biodiversité. Il était nécessaire d'en élaborer un deuxième aujourd'hui, une version complétée, augmentée, et je tiens à remercier et saluer Christophe Najdowski ainsi que l'ensemble des directions mobilisées pour la construction de ce nouveau plan. Je rappelle aussi que l'année dernière, le groupe Paris en commun avait décidé de porter dans le cadre de sa niche le sujet de la condition animale. Je me réjouis de retrouver dans ce plan biodiversité des éléments issus de notre travail, quelques semaines après avoir participé à l'inauguration de la Maison de l'Animal dans le parc de Bercy. La philosophie qui a guidé à l'élaboration de ce deuxième plan biodiversité est la même que pour le premier. Elle repose sur les 3 piliers: connaître, protéger et renforcer la biodiversité. Mais avant d'aborder le plan stricto sensu, quelques mots en préambule parce que les deux sujets sont éminemment liés. Pour revenir sur les résultats de la votation citoyenne qui s'est déroulée il y a un peu plus de 2 semaines et dont le score est sans appel puisque 2 tiers des votants se sont exprimés pour piétoniser et végétaliser 500 nouvelles rues réparties dans tout Paris. Là aussi, il s'agit d'une très belle victoire, pas seulement pour la végétalisation, pas seulement pour le bien-être en ville, pas seulement pour la lutte contre le changement climatique et l'adaptation de la ville, mais aussi pour la biodiversité. Car la question écologique est multiple et nous avons depuis toujours une approche globale du sujet. Ce nouveau plan s'inscrit donc tout naturellement dans la lignée, en complémentarité, en cohérence avec les autres actions menées, avec les autres plans votés au cours des derniers mois et des dernières années. Je pense bien sûr au plan climat, air, énergie, au plan local d'urbanisme bioclimatique, au plan alimentation durable, au plan arbre, etc. Oui, en matière d'adaptation de la ville au réchauffement climatique et de préservation de la biodiversité, il n'y a d'approche véritablement efficace que si elle est globale et ambitieuse. Ce plan fait donc partie d'un tout. Il s'inscrit aussi dans une méthode, la concertation avec l'ensemble des arrondissements, les Parisiennes et les Parisiens, la communauté scientifique, les associations, les institutions partenaires de la ville. Et cette concertation s'est traduite dans les faits puisqu'elle a débouché sur 85 projets locaux définis directement dans les arrondissements. Ces projets qui concernent l'accès à la nature, la création d'habitats végétalisés, la création d'habitats aquatiques ou encore la protection de la faune seront réalisés en priorité. À l'échelle parisienne, le plan a notamment pour objectif d'expertiser et de préserver la biodiversité, de faire de celle-ci un atout pour la résilience du territoire parisien, de sensibiliser, d'impliquer et de coopérer. Concrètement, cela se traduit par la préservation et le développement des haies, le renforcement de la biodiversité de la Seine, la poursuite de la renaturation des bois, etc. Je ne reviendrai évidemment pas sur l'ensemble des mesures prévues par le plan. En revanche, je tiens à souligner 2 innovations majeures. La mise en place d'indicateurs de suivi annuels précis pour contrôler la mise en œuvre du plan. Et ensuite, la mesure de l'empreinte biodiversité globale de Paris dans, mais aussi hors de son territoire. Il s'agit de mettre en œuvre une méthode pour identifier et quantifier les pressions exercées sur la biodiversité au-delà de nos seules frontières et de travailler à les réduire en travaillant sur la question de l'offre alimentaire, la consommation d'énergie ou encore les choix d'approvisionnement de matériaux en construction. En conclusion, ce nouveau plan est donc ambitieux. Il est à la hauteur du défi qui nous attend. Il nous invite à faire ensemble le pari de demain que nous aurons à mettre en œuvre dans les prochaines années. Les élus du groupe Paris en commun le voteront donc avec conviction et enthousiasme. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je donne la parole à Madame Fatoumata Koné, présidente du groupe Les Écologistes. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci Madame la maire. Cher Christophe, chers collègues, la biodiversité n'est pas une option,
Son effondrement est connu, documenté, accéléré par la bétonisation, le dérèglement climatique, la disparition des espaces verts. Et pourtant, cette urgence silencieuse reste encore trop souvent reléguée au second plan. C'est pourquoi les écologistes attendaient ce nouveau plan biodiversité et pourquoi nous y avons contribué activement depuis plus d'1 an. Une année de travail marquée par de nombreux échanges dans un réel esprit de co-construction que je tiens à saluer. Merci, cher Christophe, ainsi que ton cabinet pour la qualité de ce dialogue. Ce plan ne part pas d'une page blanche. Il s'appuie sur le précédent, lancé en 2018, qui avait déjà introduit des bases solides et des outils intéressants. Mais comme souvent, entre l'intention et l'exécution, il y a parfois un écart. Certaines promesses sont restées sur le papier et sur les moyens budgétaires alloués. Il est difficile d'y voir clair. Ces limites ne doivent pas faire oublier le chemin parcouru, mais elles nous rappellent qu'il faut aussi une volonté politique réelle, des moyens et du suivi. Et c'est précisément ce que nous portons. Ce plan, c'est une victoire des idées écologistes. Alors il reprend des combats que nous menons sans relâche, protéger la biodiversité existante, renforcer les trames écologiques, remettre du vert dans nos rues, planter plus, mais aussi planter mieux, avec des essences adaptées au changement climatique. Et surtout, faire en sorte que tout le monde ait accès à un coin de verdure, pas seulement celles et ceux qui peuvent fuir la fournaise estivale et s'offrir des vacances à la campagne. Les écologistes sont les pionniers et pionnières de la révolution verte à Paris. Et les avancées concrètes de ces dernières années, nous les avons portées haut et fort. La végétalisation massive des rues de Paris, les couro-oasis, c'est nous. Le plan local d'urbanisme bioclimatique, sa désimperméabilisation, sa protection des arbres remarquables, des cœurs d'îlots, c'est nous. La fermeture à la circulation de certaines voies dans les bois, c'est toujours nous. Sans les écologistes, pas d'écologie, mais surtout pas d'écologie ambitieuse à Paris. Ce plan est le fruit de longues années de mobilisation pour faire changer le regard qu'on porte sur la nature en ville. Il incarne notre vision, celle d'une ville vivante qui fait de la place, ou plutôt qui rend leur place aux plantes spontanées, aux sols vivants, aux arbres, aux animaux. Et si la grande majorité de nos demandes a été intégrée, nous voulons aller encore plus loin et c'est pourquoi nous avons déposé plusieurs amendements. Mes collègues y reviendront. Pour ma part, je veux insister sur un principe fondamental. La protection de la biodiversité doit devenir une règle et non pas une exception. C'est le sens d'un de nos amendements, rendre obligatoire un diagnostic biodiversité préalable pour les projets privés. Car si la puissance publique doit montrer l'exemple, oui, le secteur privé doit aussi prendre sa part. La biodiversité ne peut plus dépendre de bonne volonté. À nous désormais de faire germer ce plan, rue par rue, quartier par quartier, afin que la nature retrouve sa juste place dans notre ville. Je vous remercie. Merci Madame. Agnès Séveraine pour le groupe Union Capitale. Merci Madame la maire, mes chers collègues. À 1 an de la fin du mandat, vous lancez donc en grande pompe un plan biodiversité 2025-2030. Un plan très attendu puisque sa présentation a été décalée de 2 mois en raison de la votation citoyenne sur les rues jardins. Cette même votation qui est l'exemple emblématique de tout ce que l'on peut vous reprocher sur la politique environnementale de la com sans budget associé. Les rues jardins, dois-je le rappeler, coûteront 150 millions d'euros et pas une seule ligne de budget. Énième plan dans votre collection d'une dizaine de plans sans cohérence les uns avec les autres. Le plan climat, le plan arbre, le plan local d'urbanisme bioclimatique, le plan alimentation durable, le plan santé-environnement, des plans à l'appel. Mais pour quel résultat? Finalement, vous avez inventé la planification désorganisée. Normalement, quand on planifie quelque chose, on l'évalue. Quelle est votre évaluation du précédent plan biodiversité 2018-2024? Il n'y en a pas puisque ce précédent plan manquait d'indicateurs d'évaluation. C'est pourquoi j'aimerais rappeler vos autres contradictions sur la biodiversité. Vous dites, Madame la maire, à qui veut bien le croire, vouloir densifier la végétalisation parisienne, mais c'est plutôt la surdensification minéralisée que vous multipliez à coup de construction de tours. On le voit dans le 15e arrondissement avec la tour Triangle, 15 000 tonnes de béton coulé. Vous dites vouloir développer les trames noires et développer les éclairages moins nocifs pour la biodiversité,
mais c'est aussi vous qui avez refusé une systématisation de l'éclairage intelligent pour lequel le 15e arrondissement était pourtant pilote. Vous annoncez vouloir créer une trame blanche pour lutter contre les nuisances sonores, mais nous peinons à obtenir de la ville le financement de tronçons supplémentaires de macadam insonorisants qui a pourtant fait ses preuves dans le 15e et qui, une fois de plus, a été pilote et moteur à Paris. Votre objectif est de créer 360 cours Oasis en 5 ans, alors que vous n'avez pas réussi à faire sortir de la terre la moitié de ce chiffre au cours des 8 dernières années. Vous vous targuez de lutter contre la superposition des inégalités sociales et environnementales dans les QPV, mais vous avez refusé nos demandes répétées avec le maire du 15e d'inclure les nouveaux QPV du 15e dans le plan climat, pourtant plus contraignant sur le plan réglementaire que ce plan biodiversité. Vous dites également faire des espaces verts votre priorité, mais vos alliés communistes font voter au Conseil de Paris un vœu rendant l'aménagement de la petite ceinture parisienne réversible. Enfin, celui qui se présente comme Monsieur Écologie, votre adjoint David Belliard, est le premier à refuser nos demandes d'études d'impact pour la fermeture d'une voie du périph', alors même que ce sont les Parisiens voisins du périph' qui risquent de souffrir le plus en cas de recrudescence des embouteillages et donc de la pollution qui va avec, évidemment. Que d'incohérence. Votre écologie n'est pas une écologie des solutions, c'est une écologie de l'impasse. Votre plan biodiversité, c'est 84 projets, 77 indicateurs, 62 cibles, mais pas un centime de budget pour les mettre en œuvre. La Cour des comptes, dans son rapport publié en mai 2024, avait d'ores et déjà tiré la sonnette d'alarme sur le manque flagrant de lisibilité budgétaire du plan Arbre. Elle pointait l'absence de lignes claires dans le budget, des bilans confus, des chiffres opaques. Comment croire en une politique écologique sérieuse, sans transparence ni évaluation? Derrière le beau discours écolo, c'est le béton qui coule. La biodiversité parisienne mérite mieux qu'un simple effet d'annonce. Vous n'avez pas de résultat car votre doctrine n'est pas la bonne. Et pour préserver la biodiversité et reconnecter les habitants à la nature, il faut 1. Végétaliser, 2. Végétaliser et 3. Encore végétaliser. Lorsque Philippe Goujon rajoute 4 végétalisés, il se bat d'ailleurs pour l'extension du parc Suzanne Lenglen, qui deviendra l'un des plus grands espaces verts de Paris. Vous imposez aux habitants la tour triangle. Comment peut-on prétendre défendre la biodiversité tout en bétonnant? Alors, si vous êtes sincère, Madame la maire, dans votre engagement, aidez-nous concrètement sur le terrain avec une écologie pragmatique et connectée au réel. Les acteurs de terrain n'attendent pas un énième rapport ou plan qui servira à caler les meubles, mais ils attendent du concret, des solutions pour enrayer le déclin de la biodiversité parisienne qui est notre trésor commun. Nous vous formulons alors plusieurs propositions. Que la ville établisse enfin un budget détaillé par action pour une plus grande transparence et évaluation de l'efficacité de vos dépenses. Qu'elle mette également en place une évaluation indépendante annuelle du plan biodiversité pour garantir plus d'efficacité des actions engagées. Et enfin, que la ville aide à concrétiser les initiatives des arrondissements plutôt que d'annoncer de grands plans, puis se dédire quand vient le temps de financer le passage des paroles aux actes. Je vous remercie. Bien, Madame Montandon, pour changer Paris. Oui, merci Madame la maire, mes chers collègues. Je n'avais pas forcément prévu de revenir sur la dernière votation, mais en vous entendant, Madame la maire la qualifier d'exemplaire ou encore en entendant Monsieur Ferraud dire que les résultats étaient sans appel, je ne peux rester silencieuse. Avec 4% de participation, il n'y a pas de quoi pavoiser. Les Parisiens n'ont pas voté, ils ont boudé. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris. Avec une question floue, avec une question infantilisante, il ne s'agissait pas d'un véritable exercice démocratique, mais plutôt d'une manipulation orchestrée pour mieux instrumentaliser le résultat. Nous sommes à la dernière année de mandature et toujours aucun plan d'investissement de la mandature présentée. Ce document, pourtant structurant, essentiel à toute action sérieuse, n'a jamais vu le jour. Pourquoi ? Parce qu'il obligerait la majorité à se confronter au réel, à des chiffres, à un calendrier, à une méthode. À défaut, on se réfugie dans la communication et l'incantation. Eh bien, ce nouveau plan de biodiversité, il s'inscrit dans la même ligne. Pas de budget clair, pas de calendrier, pas de méthode. Une belle vitrine sans boutique. La biodiversité à Paris, ce sont d'abord les bois de Boulogne et de Vincennes, je pense que nous en conviendrons tous. Et pourtant, rien ou presque des travaux de la MIE des bois n'a été repris dans ce plan. Les préconisations, que je rappelle, ont été votées par l'ensemble des groupes qui représentaient la MIE, ne sont pas du tout visibles dans ce plan. Pourtant,
elles ont été en effet unanimes et elles ont fait chou blanc. Elles n'ont même pas germé dans le terreau municipal. Quelques exemples concrets des préconisations de la MIE qui auraient dû se retrouver dans ce plan. Tout d'abord, nous avions évoqué les mares artificielles. La MIE avait demandé qu'elles soient réalisées en argile et non plus avec des bâches plastiques. Cette préconisation n'apparaît pas. À la publication des autopsies animales en cas de pathologie suspecte pour prévenir les risques sanitaires, rappelez-vous les manquements qu'il y a eu lors de la gestion des cyanobactéries dans les lacs. C'était une demande vraiment forte de la part des associations de défense de l'environnement. Et là encore, dans ce plan, nous aurions pu y remédier. La MIE y avait travaillé et de nouveau, voilà un acte manqué. À la lutte contre le braconnage, en lien avec la police et l'Office français de la biodiversité, évaporé. Quid des corridors écologiques pour la faune? Zappé. À la sanctuarisation de nouvelles zones de haute biodiversité, des bois, là encore, rien. Nous avions beaucoup parlé lors de la MIE de la gestion forestière et notamment obtenu qu'il y ait des expérimentations pour tout ce qui est d'une sylviculture mélangée à couvert continu. Et là encore, je ne vois rien dans ce plan biodiversité, même pas une once d'expérimentation. Enfin, l'expérimentation des zones non-fumeurs, là aussi très consensuelle. Nous avions décidé qu'aux abords des aires de jeu, notamment pour limiter la pollution des sols et des nuisances à la biodiversité, aux oubliettes. Nous avons ainsi présenté plusieurs amendements pour introduire toutes ces propositions constructives qui, je le rappelle encore une fois, avaient pourtant été actées par l'ensemble des groupes politiques, je le rappelle, et notamment par les écologistes dont M. Émile Meunier était le rapporteur. Je voulais bien sûr mentionner aussi les festivals dans les bois. S'il y a bien une incohérence flagrante dans votre positionnement, c'est celle d'autoriser les festivals de grande ampleur au cœur même des principaux réservoirs de biodiversité que sont les bois. Revendiquer la défense de la biodiversité tout en cautionnant ce genre d'événements révèle du grand écart. Les festivals comme We Love Green rassemblent plus de 100 000 personnes dans les espaces fragiles et la faune et la flore en pâtissent. Le festival We Love Green a une programmation excellente, je tiens à le préciser, avec des artistes de renom et de qualité. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais le bois de Vincennes n'est pas une scène, c'est un écosystème. Et le silence des pseudo-écologistes révèle une contradiction difficile à ignorer. À force de recycler les mêmes éléments de langage, sans budget ni planification, ce n'est pas un plan de biodiversité, c'est un trompe-l'œil que vous nous présentez aujourd'hui. Et quand les travaux de la MIE présidés par l'opposition disparaissent systématiquement, on se dit que le tri sélectif s'applique aussi aux préconisations de façon dogmatique. Je vous remercie. Et à force de tenir un propos aussi caricatural, mais caricatural, dans lequel toute personne qui vit à Paris aujourd'hui, voilà, peut avoir bien sûr des remarques et on peut s'améliorer, on est là pour cela. Mais quand même, c'est tellement caricatural, Madame Montandon, que vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui croient qu'ils vivent dans la même ville que vous? Enfin, c'est une caricature totale, ce que vous êtes en train de dire et d'exprimer ici. Soyez au moins un peu honnête intellectuellement et puis essayons d'avancer sur les améliorations que nous pouvons faire ensemble. Mais vraiment, sortez de la caricature. Vous savez, c'est maladif après. Hein, après, c'est difficile. Hein, après, parce que c'est tellement pas en lien avec la réalité que vraiment, je ne sais pas trop ce qu'on fait ici. Hein. Bon, allez, Monsieur Soral. Pour sortir de la caricature, vous avez Sorel. Vous avez la parole pour 2 minutes. Je vais essayer de bien le prendre. Hein. C'est Monsieur Sorel Monsieur et Sorel, pas l'autre. Monsieur Sorel. Oui. Merci, Madame la maire. Mes chers collègues, non, nous ne sommes pas les seuls habitants de cette ville. C'est la première chose que reconnaît à juste titre ce plan biodiversité à l'heure de la 6e extinction de masse. Les plantes et les animaux doivent être considérés non pas comme des intrus ou des éléments simplement décoratifs et divertissants, mais comme des membres de plein droit de notre ville. La nature n'est pas uniquement espace de loisirs, elle est aussi lieu de vie. Les poissons, les moules d'eau douce, les hérissons, les abeilles sauvages, ce sont aussi, au final, des Parisiennes et des Parisiens comme nous.
En ce sens, l'interdiction des pesticides, la reconnaissance de la citoyenneté d'honneur à la Seine, les trames bleues, vertes, noires, une meilleure cohérence avec les objectifs du PLU bioclimatique, tout cela va dans le bon sens et c'est pour cela que je voterai le plan biodiversité. Mais la ville peut mieux faire. Pourquoi tolérer encore les souffrances causées aux poissons en autorisant la pêche de loisirs? Et les habitants qui se sont mobilisés pour la préservation des haies du boulevard Richard-Lenoir ont été de bien meilleurs défenseurs d'une des 5 priorités du plan biodiversité, déployer une stratégie pour préserver et développer les haies. Autre défi important, selon moi, qui rejoint les ambitions affichées de l'axe 3 et sur lequel on doit être plus attentif, sensibilisation, implication et coopération de tous. Pour moi, la question de la biodiversité dans la ville, c'est le rapport direct entre les habitants et la nature, l'appropriation citoyenne des enjeux biodiversité et bioclimatique. Et c'est aussi la reconnaissance pleine et entière, par exemple, du rôle particulier que jouent les agents des parcs et jardins en termes de primes et conditions de travail. Sinon, le plan biodiversité, le bioclimatique et le concept de ville-jardin risquent d'apparaître comme une manière de penser la nature sans les gens. Les rues-jardins, si on laisse faire la spéculation immobilière, ça ne va pas. L'enjeu, c'est aussi de ne pas faire un mauvais remake des jardins de Versailles, où la nouvelle noblesse des villes, aux côtés des hérissons et des abeilles sauvages, se promènera, oui, dans une ville-jardin, mais vidée du peuple. Merci. Madame Bucaille, pour le groupe LR-LCI, vous avez la parole. Madame la maire, mes chers collègues, les arbres sont les grands absents de votre plan biodiversité 2025-2030. Il se contente de les évoquer brièvement alors qu'ils sont la manifestation la plus évidente de la nature et de la biodiversité en ville. On eût préféré qu'ils soient aussi nombreux que dans vos communications. Mais on comprend votre humilité au regard de votre bilan. L'objectif d'arbres plantés en mars 2025 n'est toujours pas atteint. Une majorité d'entre eux sont d'ailleurs plantés sur les talus du périphérique et dans les bois parisiens et non en cœur de ville. Et vos difficultés de gestion ou vos projets démesurés d'aménagement urbain ont conduit à l'abattement d'environ 2000 d'entre eux. Il faut dire que cette mauvaise gestion n'est pas une surprise tant le nombre d'agents bûcherons élagueurs a été réduit comme une peau de chagrin, divisé par 2 depuis de la Noé. Et planter de jeunes arbres ne compense pas la disparition d'arbres anciens parce que souvent mal gérés. Aussi est-ce inutile de vous cacher derrière des chiffres qui ne peuvent faire illusion. C'est ici l'essentiel. Avec le groupe Demain Paris, nous voulons dénoncer votre politique du chiffre et votre manque de soins apportés aux arbres existants. La gestion arboricole de Paris nécessite un travail sérieux, planifié, anticipé et réfléchi. Enfin, j'insiste sur un point sur lequel je prends régulièrement la parole. Nous sommes toujours en attente d'une réintroduction des grilles d'AVIU de protection au pied des arbres pour mieux protéger leurs collets et garantir leur pérennité. Cela répond tant à un impératif de protection des arbres qu'à une certaine idée de l'esthétique parisienne, 2 objectifs qu'avait réussi à remplir d'AVIU en son temps. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Geneviève Garrigos. Geneviève. Mes chers collègues, le plan de biodiversité que nous examinons aujourd'hui est majeur. Il place la préservation des espèces végétales et animales, de la flore et de la faune parmi nos priorités, réaffirmant la place de pionnière de la ville de Paris en matière d'écologie. Pendant des siècles, l'homme a construit sa puissance sur la domination et la destruction de la nature, s'attaquant à celles et ceux qui la préservent, les peuples autochtones, les défenseurs de la biodiversité, qui chaque année sont de plus en plus nombreux à être poursuivis. Je pense notamment à Paul Watson, à qui nous avons remis la citoyenneté d'honneur, ou bien sûr à Berta Cáceres, symbole justement de la lutte pour le vivant, assassiné sauvagement au Honduras. Alors aujourd'hui, il y a urgence à modifier nos comportements pour préserver l'écosystème dont nous dépendons, à comprendre que nous sommes partie du vivant et nous n'en sommes pas les maîtres. Cette urgence est vitale. Parmi les nombreuses mesures présentées dans ce plan, je voudrais insister sur la renaturation des bois parisiens, ces 2 poumons verts extraordinaires, formidables réservoirs de biodiversité, les bois de Boulogne et de Vincennes. Pendant de trop nombreuses années,
les bois ont été des lieux réservés aux nantis qui profitaient de la nature et de sa tranquillité, accueillaient les fêtes foraines. Avec le développement de la voiture, les allées ont été progressivement converties en autoroutes urbaines destinées à faciliter le trafic automobile entre Paris et les communes voisines. À partir de 2001, un virage est pris, un changement qui est intensifié depuis 2020, et la mission d'information et d'évaluation sur les bois à laquelle j'ai eu le plaisir de participer l'année dernière a permis de souligner le travail mené par les services de la ville pour le développement de la biodiversité dans les bois. Je tiens ici à les en remercier et plus particulièrement les experts qui nous ont fait découvrir les bois dans toute leur richesse. Je viens d'entendre, et contrairement à Valérie Montandon, dans le plan que nous examinons, je considère aujourd'hui que je retrouve les principales préconisations faites par la MIE auxquelles le groupe Paris en commun attache un caractère prioritaire. La première d'entre elles est l'expérimentation de dispositifs d'éclairage intelligents pour diminuer la pollution lumineuse, mesure indispensable tant cet éclairage qui constitue un confort indéniable pour les humains perturbe les cycles de vie et le développement de nombreuses espèces animales, les espèces diurnes restant éveillées, les nocturnes fuyant leur habitat naturel ou encore qui perturbent leur perception des saisons. Cette mesure va de pair avec une autre mesure qui me tient particulièrement à cœur et parfois est souvent contestée, la piétonisation de nouvelles voies dans les bois de Boulogne et de Vincennes. Ces trésors verts parisiens ne peuvent plus être un raccourci pour entrer ou sortir de Paris. Les services de secours doivent bien sûr et évidemment avoir accès aux bois et la desserte par des bus est essentielle afin que nous puissions y accéder facilement. Cette piétonisation, elle favorisera la faune et la flore perturbées par la circulation automobile. Je me félicite également que ce plan de biodiversité prévoit le développement des visites pédagogiques tant pour les élèves de notre ville que pour les enfants des communes riveraines et encourage les associations locales à participer à des visites lors desquelles seront présentées la faune, la flore et le programme de travaux forestiers. La présentation de ces travaux et l'intervention précédente confirment mon appréhension. Donc la présentation des travaux, de ces travaux est essentielle au public car les fausses informations qui circulent régulièrement, y compris au sein de notre Assemblée, et nous venons d'en avoir un exemple, eh bien, sont légion, et notamment, par exemple, sur les questions d'abattage des arbres qui sont destinés à régénérer les forêts. Je tiens à le dire, nous avons des équipes qui travaillent particulièrement, qui connaissent les bois. Moi, j'ai été impressionnée de voir leur travail et leur repérage des arbres. Il faut les écouter et non pas critiquer. Parce que quand on parle de l'abattage inutile des arbres, on n'en sait rien. Donc, avant de juger, il faut interroger, parler avec les experts qui, eux, ont un amour de leur bois et je peux vous assurer qu'ils en prennent bien soin. Donc, oui, je pense qu'on peut les applaudir. Voilà. D'accord. Ensuite, pour revenir à mon intervention, eh bien, les bois, bien sûr, sont entretenus tant pour la sécurité. Ah, la dernière mesure, pardon, sur laquelle je voudrais m'arrêter, eh bien, c'est celle des réservoirs de biodiversité, des espaces au sein desquels aucune action humaine n'est réalisée, des havres de paix pour la flore et la faune. Les bois sont entretenus tant pour la sécurité du public que pour la préservation d'un grand nombre d'espèces. Il est néanmoins impératif que ces réserves de biodiversité protégées existent et puissent être plus étendues qu'aujourd'hui. Et ça aussi, c'était une préconisation de notre MIE. Ces espaces permettent d'observer l'évolution de la nature, d'identifier les espèces qui prennent le dessus et celles qui rencontrent des difficultés, d'anticiper l'adaptation de nos bois au changement climatique qui se font déjà sentir et qui vont entraîner une évolution des essences et de la faune de nos bois. Pour conclure, mes chers collègues, permettez-moi de citer le grand Émile. Pas Émile Meunier, hein, il n'est pas là. Je voulais parler d'Émile Zola au cas où il y aurait eu confusion. Donc, le grand Émile a écrit « Une merde
Et écoutez, c'est très beau, c'est du Zola. Une mer de verdure en face, à droite, à gauche, partout. Une mer roulant sa houle de feuilles jusqu'à l'horizon, sans l'obstacle d'une maison, d'un pan de muraille, d'une route poudreuse. Une mer déserte, vierge, sacrée, étalant sa douceur sauvage dans l'innocence de la solitude. Mes chers collègues, cette mer de verdure, c'est le paradis du Grand Émile que nous vous proposons d'offrir à la flore et à la faune de nos bois. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Merci pour ce très beau rappel littéraire. Et la parole est à Corinne Faugeron pour les écologistes. Chère Corinne. Merci, Madame la maire. Mes chers collègues, la prise de conscience s'est affirmée ces derniers temps face à la disparition de la biodiversité qui s'accélère au point que les scientifiques parlent désormais d'une 6e extinction de masse. À Paris, tout le monde s'est ému de la disparition de 70% des moineaux. C'est pourquoi aujourd'hui vous est présenté un nouveau plan biodiversité, plus audacieux, plus ambitieux. Grâce au travail entrepris depuis plus d'1 an avec Christophe Najowski et son cabinet, bon nombre de propositions des écologistes ont été intégrées, ce dont nous nous réjouissons. La biodiversité ne connaît pas les limites administratives. Ce nouveau plan favorise les continuités des trames vertes et encourage la création de trames bleues, dont le premier exemple est la Seine, le corridor écologique qui traverse la ville et la relie à la mer. Au fleuve s'ajoute le canal et depuis peu les résurgences de la Bièvre dans le 13e, ainsi que des bassins et des mares dont beaucoup sont encore à creuser. On met également en place des trames noires pour protéger les animaux sensibles à la lumière comme les oiseaux, les insectes et chauves-souris. On débitume pour créer des trames brunes qui absorbent l'eau et la renvoient dans la terre afin d'éviter les inondations. Ces mêmes trames brunes offrent de nouveaux terrains pour planter plus et planter mieux avec des espèces indigènes, variées et adaptées au changement climatique en cours. C'est là aussi qu'on pourra planter nos futurs haies. Pour les humains, le bruit entraîne du stress, une baisse du sommeil, des maladies. Et pour la faune sauvage, il perturbe la communication, la reproduction, la détection des proies ou des prédateurs. À Paris, les refuges de biodiversité, comme ceux qui existent dans certains jardins et dans les bois, sont des mini-trames blanches urbaines où le vivant peut respirer. L'objectif est de mailler ces trames, de les connecter entre elles à l'image des pas japonais, ces pas de pierre espacés mais qui dessinent un chemin cohérent. Pour cela, il faut faire déborder la nature partout où c'est possible, créer des rues-jardins, végétaliser les berges de la Seine et leurs accès. Ce nouveau plan témoigne d'un changement de paradigme en cours, faire la ville avec la nature et non pas contre elle. Une nature qui n'est plus réduite à un élément de décor, mais qui est partie prenante de l'aménagement de cette nouvelle ville résiliente et vivante. Il s'agit de changer le regard et d'accepter que la nature s'organise en laissant pousser les herbes folles dans les rues, de limiter la fréquence des tontes des pelouses ou encore de planter des arbres fruitiers, véritables ressources alimentaires pour les insectes pollinisateurs qui, en faisant vivre la nature, nous font vivre. C'est l'objectif de l'un des amendements que nous présentons. Vivre avec la nature, c'est aussi apprendre à vivre avec l'ensemble des organismes qu'on y trouve. Depuis 2001, les Verts, devenus les écologistes, défendent au Conseil de Paris la biodiversité, conjointement au bien-être animal. Aussi, nous attendons avec impatience la prochaine stratégie animaux en ville, afin de consolider les passerelles entre ces deux sujets pourtant reliés. En cohérence avec les précédents vœux et amendements relatifs à l'interdiction de la pêche de loisirs à Paris, que nous avons présenté dans cet hémicycle, nous voterons l'amendement d'Union Capitale demandant le non-renouvellement des conventions et des dérogations autorisant la pêche de loisirs, car c'est à Paris une pêche particulièrement cruelle, puisqu'il est interdit d'en consommer le produit pour des raisons sanitaires. Je vous remercie donc de voter ce plan à l'unanimité, puisque je vois que nos collègues de la droite de l'hémicycle se sont passionnés pour le sujet, donc je compte bien sur leur vote. Et si vous voulez voir un aménagement tout à fait exemplaire de biodiversité, c'est pas loin d'ici, c'est boulevard Bourdon. Merci, chers collègues. La parole est à Catherine Ibled pour le groupe Union Capitale, s'il vous plaît. Et je dois préciser, chers collègues,
je ne vois pas, que tout à l'heure, le décompte n'a pas été lancé au bon moment. Donc, en fait, vous avez un petit peu moins de temps qu'affiché, mais bon. D'accord. La présidence de la séance fera preuve de mansuétude. Ok. Je vous remercie. Donc, Madame le maire, mes chers collègues, alors donc que nous délibérons sur le plan biodiversité 2025-2030, vous dites vous appuyer notamment sur les préconisations de la mission d'information et d'évaluation sur les bois parisiens. J'ai eu le plaisir de participer à cette EMIE, comme nombre de personnes ici présentes, et je ne peux donc que saluer cette approche et l'ensemble du travail fourni lors de la EMIE. Dans un plan biodiversité, quoi de plus normal que d'intégrer la protection, l'entretien et le développement des arbres et des bois. Pourtant, force est de constater que ces engagements sont loin d'être suivis de mesures concrètes. Ainsi, sur les 68 recommandations de la EMIE, combien en avez-vous reprises finalement? Alors, je vais vous donner juste un exemple. Nous demandions, dans les préconisations de la EMIE, la fin des coupes rases d'arbres dans les bois, ceci ne relevant pas de sylviculture, mais votre plan propose, et je cite, l'expérimentation de la gestion par futaies irrégulière à couvert continue sur une ou plusieurs parcelles qui participent à la protection de la biodiversité. Alors, comprendra qui pourra, mais sans doute pas les Parisiennes et les Parisiens qui ne sont pas forcément experts sur ce sujet, mais qui pourtant tiennent à leur bois. Et donc, ils se désespèrent, je pense, de la déconnexion des décisions qui peuvent être prises ici. Alors, selon votre majorité, la préservation des bois ne se fera que par des visites pédagogiques, des études et la mobilisation des volontaires de Paris pour récolter les graines, entretenir les parcelles. Alors je m'interroge sur la mission finalement de ces volontaires de Paris. Est-ce que ce sont les nouveaux forestiers, élagueurs et agents de propreté? Je m'interroge. Je souhaite aussi ici vous alerter sur un sujet récurrent qui nuit gravement à la biodiversité de nos 2 poumons verts et qui est totalement occulté dans votre plan en dépit des recommandations de la MIE. Il s'agit des dépôts sauvages. Nous en avons longuement parlé lors de la MIE. Et donc chaque année, nous avons environ 2400 mètres cubes de déchets, majoritairement issus du BTP, qui sont déversés illégalement dans nos bois, dégradant à la fois les sols, polluant durablement l'environnement et menaçant directement la biodiversité que nous prétendons protéger. Alors, comment prétendre renforcer la biodiversité quand on n'arrive même pas à protéger ces espaces naturels de ces incivilités flagrantes? Alors certes, l'application dans ma rue est très utile pour signaler, mais elle ne permet pas d'agir efficacement en amont, ni même de dissuader durablement les comportements inciviques. La MIE sur les bois avait donc été très claire en disant, dans sa proposition 45, que la ville explore de nouvelles solutions, notamment par le recours à la vidéoverbalisation. Nous savons par exemple que l'ONF utilise ce système dans la forêt de Compiègne et ça marche très très bien. Donc pourquoi finalement ne pas l'utiliser dans nos bois? Certes, des affiches rappellent l'interdiction et les sanctions encourues, et elles ont été placées dans les bois, mais ces mesures restent trop faibles face à l'ampleur du phénomène et donc c'est difficilement contourné par ceux qui ne respectent pas la loi. Je vous rappelle que la loi AGEC nous donne désormais clairement les moyens de cette solution puisque une amende administrative peut aller jusqu'à 15 000 € en cas de dépôt sauvage. Alors je vous demande donc de mettre en place et de déployer rapidement un dispositif de vidéo-verbalisation à Paris et notamment dans les bois, piloté par la police municipale. Nous demanderons évidemment une transparence totale sur les résultats de ces actions. Enfin, alors que nous affirmions vous affirmez votre volonté de renforcer la biodiversité à Paris, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les conséquences de la pêche de loisirs dans nos bois et nos cours d'eau. Cette politique reste source de souffrance animale et donc je porte le vœu de Pierre-Yves Bournazel afin que la ville se décide à assumer pleinement sa responsabilité dans ce domaine. Et je remercie Corinne Frogeron pour sa prise de parole tout à l'heure. Je demande à ce que nous soyons exemplaires et cohérents avec notre charte du bien-être animal et avec nos engagements de biodiversité. Enfin, bien qu'il soit l'un des 5 focus importants de votre
votre plan, les bois parisiens ne sont pensés que comme des îlots naturels à préserver, dans lesquels les activités humaines sont proscrites. Mais je vous rappelle que ces lieux sont bien plus que des îlots naturels. Ce sont des espaces de respiration qu'il faut à la fois préserver, mais il faut aussi encourager les Parisiennes et les Parisiens à se les approprier. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à René-François Bernard pour le groupe Changer Paris. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Comme l'a évoqué Valérie Montandon, les ambitions de ce plan souffrent du manque de planification de ces actions. Satisfaisons-nous de cet inventaire qui rejoint d'autres plans, plan climat, résilience, développement durable, Paris 2030, alors que nous attendons synthèse et cohérence. Car c'est bien un gap méthodique et idéologique qui nous sépare. Quand nous attendons d'avoir un débat sur les actions concrètes à mettre en place, nous retrouvons systématiquement des mentions idéologiques qui n'ont pas leur place. C'est là que la droite, avec son pragmatisme de terrain, s'allie au centre pour son sens du compromis entre les attentes des citoyens et l'action nécessaire. Donc pas de convergence des luttes, mais une alliance du réalisme et de l'utopie essentielle. D'abord, quelques thématiques. Le bien manger est un combat majeur de notre époque. C'est un impératif économique avec de nombreux agriculteurs et leur savoir-faire. La réalité économique du bassin francilien. C'est de cette production dont nous devons tenir compte avant de nous asservir au respect aveugle des normes dont l'impact est discutable. Plutôt près de Paris, durable et bon, et pas d'oukase culinaire, simplement le respect de nos habitudes. Restons donc à travers nos amendements dans des politiques de bon sens. Celui sur l'utilisation de l'eau non potable, qui fera écho à un débat que nous avons eu ici même à l'automne dernier avec Dan. Préserver la ressource et donc la réserver aux usages humains est essentiel pour notre capitale. D'où là aussi notre priorité au réseau d'eau non potable pour les usages, dont le champ du possible, car c'est le grand oublié de la municipalisation. L'eau, c'est aussi essentiel dans les couloirs de biodiversité. Aussi, nos pratiques conditionnent la présence des animaux, quels qu'ils soient dans notre ville et dans son espace densément urbanisé. La biodiversité et l'événementiel. Oui, je vais évoquer le Champ de Mars. C'est un des plus grands espaces verts de Paris et à ce titre doit être un de ses premiers réservoirs de biodiversité. En dépit du travail des équipes de la DEV, la biodiversité est gênée dans son développement quand nos espaces verts sont l'objet d'événementiels à tout va. 1 an de manque à gagner en espaces verts. Un autre exemple frappant, c'est l'état qui se dégrade de jour en jour des squares de la promenade Richard-Lenoir depuis que vous en avez retiré les grilles. J'en viens donc à la méthode et d'abord votre obligation de reporting. Certes, vous rappelez en commission que le bilan existe, mais ce que nous attendons, c'est une vision dynamique. En quoi les indicateurs enregistrent un progrès? Oui, le mot n'est pas tabou et nous, nos Parisiens ne peuvent se trouver convaincus des progrès ou des reculs mesurés. Nous attendons des indicateurs cohérents d'un plan à l'autre. Quand on scrute le BioDivScore que vous nous avez proposé, on reste confus devant une mesure aussi peu documentée de la présence de la vie faune. Mais surtout, c'est toujours un plan en cavitation sur le local, l'arrondissement, que vous nous proposez. Car si vous vous targuez de l'acte 2 de la territorialisation et que Madame la maire évoque la place des arrondissements dans la gouvernance, vous avez tout simplement oublié le travail de vos services et notamment de la feuille de route du DGAEP. Certes, vous développer le volet local, mais il y a loin du terrain à votre kaléidoscope territorial. Alors, de grâce, revenons aux réalités. Même si votre bilan apparaîtra alors plus modeste, mais c'est ce devoir de vérité que vous devez aux Parisiens. Je vous remercie. Bien. Alors, Madame Farida Carbois pour le groupe LR-LCI. Madame la maire, chers collègues, la petite ceinture, ancienne voie ferrée entourant Paris, joue un rôle important. Dans les actions spécifiques au 19e arrondissement, vous prévoyez une ouverture de nouvelles portions au public. Cette initiative est positive, mais nous attirons votre attention sur l'entretien du lieu. En effet, le tronçon passant dans le parc des Buttes-Chaumont est rempli de détritus ayant visiblement été lancés depuis la passerelle de l'avenue de Crimée dans le parc. La petite ceinture est un véritable corridor écologique. Elle favorise l'installation de nombreuses espèces, souvent absentes du cœur urbain. Les déchets peuvent provoquer l'étouffement de certains milieux et favoriser l'implantation d'espèces opportunistes ou invasives. Pour la faune, ces déchets, filets, canettes, fragments de plastique ingérés, constituent des pièges mortels, mais aussi des sources de stress ou de fragmentation de l'habitat. L'entretien et la propreté dans les espaces verts sont essentiels pour protéger la biodiversité. Et votre plan prévoit une augmentation du nombre d'espaces et de zones à entretenir sans pour autant détailler les moyens humains ou budgétaires supplémentaires nécessaires à l'entretien de ces nouveaux espaces.
Sur cette question de l'entretien et de la propreté, nous saluons la mise en place du rideau à bulles dans le canal de l'Ourcq, en amont du bassin de la Villette, qui vient en aide aux agents nettoyant déjà les canaux. Je vous remercie. Merci. Monsieur Sidbon pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, la biodiversité, ce n'est pas un mot-clé dans un article, dans un discours ou dans un plan. Comme il est dit dans le préambule de ce plan, c'est la contraction de diversité biologique et ce terme désigne la diversité du monde vivant. Michel Serres écrivait dans le contrat naturel « Peut-on considérer la nature comme un sujet de droit ? Comme maître et possesseur, nous la dominons et la réduisons au statut d'objet. Pourtant, cette nature nous reçoit, nous accueille et nous fait vivre. Si nos extractions et nos exploitations la mettent en danger, la menace se retourne aujourd'hui contre nous. La nature nous conditionne et désormais nous conditionnons la nature. Cette interdépendance appelle l'établissement d'un contrat naturel, fondement d'un droit nouveau, d'une symbiose vitale qui termine par un pacte, la guerre que nous menons avec la nature. Bref, je voulais citer cet extrait de ce livre de Michel Serres parce que je pense à ce contrat naturel dont parlait Michel Serres avec ce travail et avec ce plan. J'y pense avec la citoyenneté d'honneur auquel vous faisiez allusion, Madame la maire, à la biodiversité, donnée à la biodiversité en 2016, avec le procès de la Seine. Et ces initiatives s'inscrivent dans cette idée que la nature a des droits et que nous n'avons pas tous les droits sur elle. Donner plus de place dans notre ville à la biodiversité, c'est une nécessité pour la préservation de la nature, comme c'est une nécessité pour notre propre sauvegarde, alors que Paris à 50 degrés est une réalité prochaine à laquelle il faut nous préparer à faire face. Or, la biodiversité permet de réduire les effets d'îlots de chaleur urbaine, de maintenir la qualité des eaux, mais aussi l'approvisionnement alimentaire, la formation des sols, la pollinisation, dont celle des fruits et légumes que nous consommons. Et donc non, ce n'est pas un plan de plus, comme certains collègues de droite le disent, mais un plan essentiel. Et ce plan est aussi un signal politique fort. La biodiversité n'est plus une variable d'ajustement, elle devient un pilier structurant de toutes les politiques publiques de la ville. Concrètement, ce plan permettra d'aménager 500 rues piétonnes et végétalisées, de créer 100 quartiers refuges pour la faune sauvage, d'offrir à 100% des écoles parisiennes un accès à un lieu de nature à proximité, de végétaliser sans cours, toits ou façades de copropriété privée, de renaturer les berges de la Seine, notamment avec le renforcement de la biodiversité de la Seine, ce qui a déjà commencé avec la multiplication des espèces de poissons. Et il s'agit également de poursuivre la renaturation des berges, mais aussi d'installer des aménagements favorables à la biodiversité sur l'eau. Il s'agit avant tout de sensibiliser tous les publics, et particulièrement les enfants, évidemment, sur le rôle crucial de la Seine. Et puis, et c'est très important pour les avancées à venir, de mesurer pour la première fois notre empreinte biodiversité. C'est une nouveauté essentielle, nous ne pouvons plus piloter à l'aveugle, il faut mesurer, il faut suivre. Et sur ce point, les 77 indicateurs de suivi annuel, les 62 cibles à l'horizon 2030 sont des outils indispensables pour rendre ce plan réellement opérationnel. Non, ce n'est pas un plan de plus, chers collègues de la droite, c'est un pas de plus vers un contrat naturel. Un contrat entre Paris et la nature, un contrat naturel qu'il faut développer dans chaque arrondissement, dans chaque quartier, qu'il faut construire avec nos services, nos écoles, nos copropriétés, et il faut le faire vivre. Alors on a gagné finalement une première étape. De cette bataille, je dirais, culturelle, idéologique, puisqu'aujourd'hui, finalement, et ça n'a pas toujours été le cas, ça a été rappelé, plus personne finalement n'ose dire que ce n'est pas important. On n'entend plus dire que ça ne sert à rien. On n'entend plus dire que les herbes folles, ça fait sale et que la nature foisonnante n'a pas sa place dans une ville. Ici, en tout cas, ici. Souvenons-nous des débats et moqueries qu'il y avait il y a peu encore dans cet hémicycle. Donc merci d'abord de cette première étape et d'avoir pris conscience un peu de l'urgence. Après, c'est un peu cocasse de vous entendre dire qu'on n'en fait pas assez, qu'il n'y a pas assez de financement, qu'il n'y a pas assez de réalisation. Madame Evren a dit il faut 1 végétaliser, 2 végétaliser, 3 végétaliser. Ok. Alors 2 choses. Bon, d'abord, c'est sympa de dire tout ça et de nous en demander plus, mais dans vos arrondissements, faites-le donc, faisons-le ensemble. Parce que dans notre 15e, Madame Evren, Monsieur Goujon, faisons-le ensemble. Je ne cesse de le demander, mais regardons rue par rue, concrètement, ensemble, si on ne peut pas faire plus de rues aux écoles et de rues aux jardins. Parce que moi, je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'il y en a si peu dans le 15e, pourquoi, alors qu'il n'y a pas plus de parking dans le 15e que dans le 13e ou dans le 12e. Donc regardez si on ne peut pas aussi agrandir des parcs. Bien, regardons-le concrètement. Et puis deuxièmement,
On ne peut pas complètement être aveugle ou dans une réalité parallèle. Le bois de Charonne, ce n'est pas de la com ou des discours. L'extension du parc Suzanne Langlaine, ce n'est pas de la com ou des discours. La forêt urbaine de la place de Catalogne, ce n'est pas de la com. Les cours à Asis, ce n'est pas de la com, ce n'est pas des plans, ce n'est pas des choses écrites sur des feuilles de papier. Vous les avez vus comme nous, vous vous y êtes promenés. La végétalisation du boulevard Pasteur et Vaugirard, etc. etc. Je veux dire, il y a des réalisations et il ne faut pas être dans une réalité parallèle parce que parfois en vous entendant, on est extrêmement surpris. Dans cette mandature, Paris s'est transformé de manière spectaculaire sous l'impulsion de notre maire Anne Hidalgo et de ses équipes. Et la nature a repris de l'espace à la voiture qui est une grande prédatrice. Mais le chemin est encore long et nous visons, comme vous le savez, à reconquérir sur le bitume 300 hectares de végétalisation comme le plan climat et le PLUB en ont fixé le cap. Alors cette bataille, on l'a aussi et surtout gagnée avec les Parisiennes et les Parisiens. La démocratie a associé les Parisiens et plus de 1000 personnes dans une marche de démocratie citoyenne ont été associées à ce plan. C'est important de le rappeler, ce n'est pas un plan technocratique ou hors sol, c'est un plan territorialisé, ancré dans le réel, dans le vécu des habitantes et habitants et co-construit avec eux. Et avec les mairies d'arrondissement aussi, que certains voudraient supprimer, mais c'est utile, et avec chaque quartier. À ce titre, les projets issus de l'Assemblée citoyenne de 100 rue Jardin, qu'amplifient ceux de la votation citoyenne, sont intégrés au plan, ce qui démontre la valeur concrète et démocratique de cette démarche. Non, ce n'est pas un plan de plus, c'est un pas de plus vers un contrat naturel, un contrat entre Paris et la nature, un contrat naturel qu'il faut développer dans chaque arrondissement et dans chaque quartier. Merci d'avoir rappelé le très bon travail engagé par Anouche Toranian sur la démocratie en soutien à la biodiversité. Ça me réjouit beaucoup. Et je vais donner la parole maintenant à Madame Chloé Sagaspe pour le groupe Les Écologistes. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Alors le printemps revient, il fait beau, ça y est. Les petits oiseaux chantent, Paris se fleurit, Paris se verdit. Et il n'y a visiblement pas que la nature qui se réveille, mais la droite aussi. Après un hiver effectivement un petit peu rugueux, vous sortez de votre douce hibernation en semblant découvrir ce qu'est la biodiversité. Heureusement, nous écologistes ne vous avons pas attendu pour faire germer nos idées. Car quand il s'agit de s'intéresser concrètement aux enjeux, vous brillez par votre absence. Vous n'avez d'ailleurs même pas daigné venir au COPIL biodiversité organisé par Christophe Najewski, que je remercie et que je salue, puisque nous avons travaillé en étroite collaboration depuis plusieurs mois maintenant à l'élaboration de ce plan. Et vous vous permettez ici, une fois de plus, de venir donner des leçons. Alors vous êtes effectivement dans une réalité parallèle, puisque vous parlez de manque de planification. J'ai bien écouté vos interventions. Vous parlez de com sans budget associé, de manque de vision, de stratégie globale, mais de qui parlez-vous au juste si ce n'est de vous-même? Excusez-moi, mais malheureusement pour vous, vos actes, ou plutôt vos votes, vous trahissent. Et ils trahissent vos paroles. Effectivement, il suffit de voir ce que vous votez à Paris. Vous vous abstenez sur le plan climat, vous votez le grignotage de Roland Garros sur les jardins des Serres d'Auteuil, vous bétonnez les terres agricoles de Gonesse, vous abattez des arbres au château de Vincennes. Nous avons d'ailleurs interpellé Madame Dati sur le sujet, nous n'avons jamais eu de retour de sa part. Les exemples ne manquent pas, sans parler des régressions sur la protection de la nature au niveau gouvernemental, et je pourrais en citer beaucoup. Donc quand j'entends la droite se féliciter du zéro phyto à Paris que nous avons mis en place depuis des années, merci bien, mais vous êtes main dans la main avec la FNSEA au niveau national quand vous votez pour défendre les pesticides sur la loi agricole. Donc les bras m'en tombent. Vous parlez d'alliance pragmatique, c'est plutôt l'alliance avec le lobby de l'agrochimie. De qui se fout-on? Donc vraiment, quand on regarde vos amendements, que dire du florilège de ces amendements qui brassent de l'air? Parce que j'ai bien lu vos amendements. Alors vous prétendez d'un côté vouloir défendre la biodiversité, mais vous voulez supprimer toute référence au fait de regagner de la place sur la voiture. Donc oui, la nature, mais la nature pas à n'importe quel prix. Et si vous preniez la peine de lire les documents, vous constateriez qu'il y a un plan arbre qui existe déjà effectivement. Donc nous avons déjà consacré la préservation des arbres, et notamment des arbres existants et anciens que les écologistes ont toujours défendu. Et également, vous demandez une étude sur la substitution de l'eau potable par l'eau non potable. Eh bien, mes chers collègues, ça existe déjà, ça a été voté, figurez-vous, dans le plan de sobriété en eau qui a été adopté récemment. On apprend aussi que pour vous, la préservation
préservation de la biodiversité, elle passe par proposer un menu carné aux consommatrices et aux consommateurs. Une manière originale, sans doute, de défendre la faune en la mettant à l'assiette. Eh bien, écoutez, nous, écologistes, avec l'esprit de co-construction qui nous anime, nous avons été, comme à notre habitude, force de proposition et nous avons proposé plusieurs amendements pour renforcer ce plan. Notamment, nous proposons d'abord, parce que nous souhaitons effectivement planter plus, mais planter mieux, et je le disais, protéger l'existant, protéger les arbres existants en assurant un contrôle et un suivi des chantiers et renforcer l'offre des formations pour nos agentes et agents sur la protection des arbres et de la biodiversité. Ensuite, nous souhaitons redonner du pouvoir d'agir aux citoyennes et citoyens en proposant et en expérimentant des nouvelles formes de gestion citoyenne des sites de végétalisation. C'est le cas dans la ville écologiste de Lyon, sur laquelle nous avons pris exemple. C'est une forme de novatrice, un peu de co-gestion entre l'administration publique et les citoyennes et citoyens, voire même une gestion complète de certains sites par les habitantes et habitants. Je pense en particulier à la Tête-Ménil-Montant, qui nous permettrait de préfigurer un nouvel imaginaire de futur possible, de ce que pourrait être une véritable gestion partagée d'un bien commun inestimable qui est le patrimoine végétal parisien entre l'administration publique et les citoyennes et citoyens. Et c'est d'ailleurs dans ce même esprit que nous avons proposé d'impliquer des citoyennes et citoyens directement dans le Comité parisien de la nature, Comité parisien de la nature qui a été créé à notre initiative lors des discussions d'ailleurs autour du plan arbre. Et je remercie Christophe Nadjewski avec qui nous avons échangé sur le fait que ce comité ne doit pas être uniquement descendant, mais va permettre de débattre, de communiquer autour des avancées et surtout d'élargir son rôle pour qu'il ait un rôle qu'il puisse éclairer la décision publique des élus que nous sommes sur des projets d'aménagement publics et privés qui auront un fort impact sur la biodiversité urbaine et qui puissent donc émettre des préconisations pour sa protection. Donc je vous invite bien sûr, mes chers collègues, à voter ce plan à l'unanimité, je l'espère, un plan très ambitieux et vous pourrez compter sur les écologistes pour leur extrême vigilance à ce que ce plan soit suivi des faits. Et bien sûr, il est grand temps qu'advienne une capitale verte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Sagaspe. Dernière oratrice pour 1 minute pour changer Paris, Véronique Baldini. Oui, Madame la maire, merci. Je comprends que Madame Sagaspe soit un petit peu énervée, mais la droite a aussi le droit de parler de biodiversité. On peut aussi s'occuper d'écologie. Voilà. Alors, moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, beaucoup, ce sont les pieds d'arbres. Alors, nous avons ce débat depuis beaucoup d'années. Ils peuvent être effectivement de vrais réservoirs de biodiversité, mais ils peuvent aussi devenir des espèces de ZAD. Et ça, évidemment, c'est contraire à notre souhait de biodiversité. Par idéologie, vous ciblez éternellement la voiture comme seule coupable des impacts négatifs sur notre environnement. Les sources de pollution et de nuisances sont beaucoup plus nombreuses que le seul trafic autoroutier. Les constructions, la bétonisation, dont vous faites preuve dans les très nombreux chantiers, et même les bois y passent. Et j'en veux encore pour preuve les bâtiments qui sont sur l'allée des fortifications dans le 16e arrondissement. Enfin, quelle mauvaise manière faites-vous à vos partenaires? Après le débat ubuesque que nous avons eu le mois dernier sur la Seine, vous vous arrogez encore une fois tous les mérites sur les avancées qu'elle connaît. La Seine devient baignable, ses eaux sont de meilleure qualité et les poissons comme les moules réapparaissent. Mais ces progrès ne sont pas l'apanage de votre seule action, Madame la maire. Les acteurs sur ces questions sont très nombreux. La loi, mais aussi l'ensemble des collectivités riveraines de la Seine, les comités de bassin ou encore le SIAP. Merci Madame, vous avez terminé votre temps de parole. Très bien Madame, je vous remercie. Merci beaucoup et je donne la parole à Christophe Nadjewski pour répondre à l'ensemble de ce débat. Merci beaucoup, Madame la maire. Je remercie les oratrices et orateurs qui ont pris la parole pour l'ensemble de leurs interventions. Et avant d'y répondre, je souhaite partager avec vous quelques mots sur la biodiversité, sujet d'une immense importance pour notre avenir. Aujourd'hui, la nature est en deuil. Et ces mots, ce sont ceux d'associations environnementales et naturalistes qui se mobilisent en ce moment même face aux attaques sans précédent contre la nature et contre les reculs environnementaux qui, hélas, s'enchaînent depuis plusieurs années à l'échelle nationale et européenne. Samedi dernier encore, une grande marche contre les pesticides avait lieu à leur initiative dans les rues de Paris pour, je cite, « un printemps bruyant, là où le printemps silencieux », magnifiquement décrit par la biologiste Rachel Carson il y a déjà 60 ans, menace le vivant.
Je salue l'engagement et le courage de ces associations. Et comme vous avez pu l'exprimer, Madame la maire, à Paul Watson, encore tout récemment, Paris sera toujours du côté de celles et ceux qui défendent le vivant. Malheureusement, la biodiversité reste aujourd'hui la première sacrifiée des choix politiques du gouvernement français, en dépit de tout bon sens pour notre avenir commun. En témoigne encore l'exemple de la toute récente loi d'orientation agricole adoptée le 20 février dernier, qui dépénalise la destruction d'espèces protégées, autorise l'arasement de haies champêtres ou assouplit les réglementations sur les pesticides en réautorisant des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Le contexte actuel de régression environnementale est aussi, hélas, celui d'attaques sans précédent contre des organismes publics de la transition écologique et contre leur personnel, comme l'Office français de la biodiversité, l'ANSES, l'ADEME ou encore la CNDP, instance essentielle pour la bonne tenue du débat public dans notre pays. Et je tiens ici à apporter le soutien de l'exécutif municipal parisien à ces institutions et à leur personnel. Absolument. Soutien car l'effondrement du vivant nous concerne toutes, tous, et en tant qu'élus, elle nous oblige. Car protéger la nature, c'est protéger notre avenir. Dès lors, tout doit nous pousser à protéger et renforcer la place de la nature partout où c'est possible. Une nature foisonnante, riche, diverse. Et c'est ce que fait Paris. Cette biodiversité ordinaire, on la retrouve dans notre ville. Elle prend de nombreux visages. Des renards roux dans nos cimetières, des hérons cendrés dans la forêt urbaine du Bois de Charonne, ouverte depuis l'été 2024 et dans nos deux bois, des moineaux à nos balcons et même des moules d'eau douce dans la Seine, comme vous l'avez évoqué, Madame la maire. Les faucons pèlerins se perchent sur nos plus hautes toitures. Les orvets fragiles sont revenus et les populations et nombre d'espèces de poissons ne cessent de progresser dans notre fleuve. À Paris, nous cohabitons, et je le dis pour Madame Evren, avec plus de 3400 espèces, 600 espèces de plus observées que lors du précédent bilan. Un peu de silence. Merci. Donc nous cohabitons avec 600 espèces de plus observées que lors du précédent bilan des données naturalistes. La preuve que ce que nous faisons, à commencer par notre gestion sans produits phytosanitaires depuis 15 ans, fait renaître la biodiversité dans notre ville. Alors aujourd'hui, Paris prend à nouveau ses responsabilités. Et je tiens d'ailleurs à ce titre à rendre hommage à Fabienne Djiboudot, qui a porté le premier plan biodiversité de la ville de Paris en 2011, et à Pénélope Comitès, qui a porté le second plan en 2018. Grâce à ce nouveau plan, nous allons continuer à transformer Paris en une ville-jardin. Une ville plus verte, plus fraîche, plus accueillante pour la biodiversité, plus agréable à vivre pour tous les êtres vivants qui l'habitent. Nous allons continuer à débitumer massivement. Des hectares de sol ont déjà été et vont être rendus à la nature, en particulier dans les rues de Paris, pour retrouver le cycle de l'eau, la richesse des sols, la fonge, la flore et la faune qui les accueillent. Et conformément à la votation citoyenne, nous allons végétaliser et piétoniser 500 rues supplémentaires dans tous les quartiers de Paris. Alors que le modèle productiviste et extractiviste ruine notre planète, nos écosystèmes, notre santé, et a mené à la disparition de 70% des linéaires de haies champêtres en France, eh bien à Paris, nous allons renforcer massivement la présence des haies. Réservoirs de biodiversité, avec au minimum 500 mètres linéaires et jusqu'à plusieurs kilomètres de haies diverses qui seront plantées partout à Paris d'ici 2030. Parce que l'on protège mieux ce que l'on connaît, 100% des élèves, toujours d'ici 2030, parisiens, auront accès à un espace de nature dans leur école ou à proximité immédiate, ou pourront bénéficier d'animation et de sensibilisation avec une priorité donnée aux quartiers populaires. Nous allons continuer à multiplier les rues-jardins, forêts urbaines, nouveaux jardins, cours oasis et toitures végétalisées. Ces lieux de nature sont des supports d'éducation à la richesse de la biodiversité de notre ville. Paris, c'est bien évidemment aussi la Seine et ses canaux. Nous souhaitons que notre fleuve retrouve des berges naturelles et accueille également de nouveaux aménagements favorables à la biodiversité. Plus largement, nous renforcerons la place de l'eau dans Paris. Nous créerons plus de mares, plus de jardins de pluie, plus de bassins végétalisés et même de nouvelles rivières dans les bois, comme c'est le cas dans le bois de Vincennes avec la rivière Mortemart, un espace de biodiversité extraordinaire que les Parisiennes et Parisiens pourront découvrir dès cet été. Nous continuerons à soutenir le monde scientifique et les associations engagées sur le terrain, avec la mise en place d'un baromètre de suivi de certaines espèces cibles, menacées ou protégées, comme les moineaux ou encore le hérisson d'Europe,
que nous sauvegardons d'ailleurs avec l'appui d'associations comme Erinaceus France, avec laquelle nous avons procédé à un relâcher de hérissons dans le bois de Vincennes. Ici présent, il y a pas plus tard que quelques jours, avec Madame la maire. Avec Madame la maire du 12e arrondissement. Les quartiers moineaux, dispositif qui vise à renforcer les colonies de moineaux à Paris, mis en œuvre avec l'appui et le soutien de la Ligue de protection des oiseaux, vont continuer à se déployer avec 16 quartiers moineaux installés d'ici quelques mois dans notre ville. Avec le nouveau plan, nous irons encore plus loin en aménageant 100 nouveaux quartiers pensés pour accueillir des espèces protégées et 40 nouveaux refuges de biodiversité seront également créés. Autre engagement, celui de la renaturation des bois parisiens. Nous avons prévu dans le plan biodiversité plus 10% d'espace de réserve dans les 2 bois. Et nous allons continuer à réduire le morcellement de ce réservoir de biodiversité qui sont livrés encore à un intense trafic automobile. D'ores et déjà, dans ce mandat, 6 routes des bois de Vincennes et Boulogne ont été piétonnisées et transformées en allées paysagères et forestières, ce qui augmente sensiblement les surfaces d'habitat des espèces et permet leur circulation en toute sécurité, en évitant de coûteux aménagements à l'efficacité plus qu'incertaine, comme le proposent certains. Et je le précise d'ailleurs pour Madame Ibled, qu'il n'y a pas de coupe rase. Je vous mets au défi, Madame Ibled, de regarder et de voir dans le rapport sur la MIE que le terme de coupe rase est utilisé à propos de ce que nous faisons à Paris. Il n'y a pas de coupe rase à Paris, contrairement à ce que fait l'État et le gouvernement que vous soutenez. Protéger la biodiversité, cela veut dire aussi changer notre façon de construire la ville. C'est pourquoi nous formerons, informerons, accompagnerons les porteurs de projets et les acteurs privés pour intégrer la biodiversité à chaque étape des projets d'aménagement à Paris. Cela passera par exemple par le déploiement du BiodiveScore, un outil créé par la ville pour appliquer les exigences du plan local d'urbanisme en la matière. Enfin, Paris se veut exemplaire et innovante et nous serons la première capitale au monde à mesurer l'empreinte biodiversité de nos activités comme nous mesurons l'empreinte carbone. Et nous réorienterons 100% des activités vers des actions vertueuses en matière de biodiversité. J'en viens à présent aux vœux et amendements déposés par les groupes du Conseil. Je donnerai un avis défavorable au vœu 6 relatif à la pêche dans les bois puisque nous avons pris le parti de travailler avec les fédérations de pêche agréées par la préfecture. Elles ont un statut d'association déclarée d'utilité publique et nous avons signé avec elles des conventions qui sont plus exigeantes sur le bien-être animal que ceux qu'exige la loi. Je demanderai également le retrait du vœu numéro 7 relatif à la lutte contre les dépôts sauvages puisque ce vœu n'a pas de lien avec le plan de biodiversité. La ville a mis en place avec la police nationale des opérations de surveillance de dépôts sauvages dans les bois et les accès aux zones visées par les dépôts ont été bloqués par la pose d'obstacles. Je demanderai également le retrait du vœu numéro 8 relatif à la votation citoyenne puisque, comme annoncé, les Parisiennes et Parisiens vont être associés à l'identification de ces nouvelles rues sous l'égide bien entendu des mairies d'arrondissement. Je demanderai aussi le retrait du vœu numéro 9 puisque, contrairement à ce qui est indiqué, nous ne réduisons pas les haies, au contraire, les haies à Paris, tout au contraire. Nous avons d'ailleurs, comme le mentionnait Madame Faugeron, boulevard Bordon, planté un linéaire de 400 mètres de strates basses arbustives qui ont les fonctionnalités similaires à celles de haies. Et en ce moment même, nous plantons plus de 150 mètres de haies dans le futur jardin Marie Curie, dans le 13e arrondissement. Je demanderai également le retrait du vœu numéro 10 sur la réouverture de la Bièvre, puisque le projet est bien en cours et que la ville de Paris a confié un mandat à Paris et Métropole Aménagement pour jouer le rôle d'ensemblier, lancer les études pour la réouverture de la Bièvre à Paris, en commençant par le parc Kellermann, et une réunion publique est prévue à cet effet en juin à la mairie du 13e arrondissement. Je demanderai le retrait du vœu numéro 11, car il est déjà dans le plan, avec une fiche objectif du plan biodiversité qui est entièrement dédiée à la trame nocturne. J'en viens à la question des amendements. Je remercie le groupe écologiste pour les 5 amendements qui ont été déposés. Et avant tout, d'ailleurs, je tiens à les remercier pour tout le travail de concertation que nous avons mené sur ce plan, ainsi que les autres groupes politiques. Ce travail qui a été mené conjointement nous a permis d'ores et déjà d'intégrer un certain nombre d'ajouts. Et je donnerai un avis favorable de l'exécutif aux amendements 158, 159, 160, 161, qui visent à renforcer l'usage du BiodiveScore, renforcer la prise en compte des arbres dans les chantiers ainsi que le contrôle de leur protection, intégrer plus d'arbres fruitiers dans les projets d'aménagement, mais aussi expérimenter de nouvelles formes de gestion participative d'espaces verts
En revanche, comme évoqué, je porterai un avis défavorable à l'amendement 162. Nous sommes favorables à l'inclusion des citoyens dans le comité parisien de la nature et de la biodiversité, mais nous ne sommes pas favorables à donner la possibilité à tout membre de ce comité de le saisir sur des projets d'aménagement, puisque ce n'est pas la vocation de ce comité scientifique et associatif. J'en viens aux amendements du groupe Changer Paris. Je vous remercie de les avoir déposés. Simplement, je regrette que votre groupe n'ait pas saisi l'opportunité de travailler de façon plus constructive avec nous dans le cadre de concertation que nous avons mis en place dès 2023 et où votre groupe a été systématiquement convié. 2 assemblées du comité parisien de la nature et de la biodiversité. J'en profite d'ailleurs pour remercier mon collègue Dan Lert qui était présent à ces assemblées. Vous n'étiez pas présents non plus, les élus du groupe Changer Paris, aux réunions du groupe, des groupes politiques, Madame Montandon, je le regrette, et donc c'est bien dommage, puisque nous aurions pu être dans une co-construction, mais vous avez jugé utile de procéder autrement. Et après examen rapide, donc entre hier après-midi et ce matin, il s'avère que vos amendements sont soit déjà pris en compte dans le plan, soit font l'objet de réponses qui ne concernent pas vraiment le plan, avec des recyclages de vœux de précédents conseils. Et vous allez même quand même jusqu'à proposer à réintroduire une alternative carnée dans un plan biodiversité, ce qui est quand même un comble. Et donc je porterai un avis défavorable de l'exécutif aux amendements 139 à 157. Et enfin, pour conclure, je veux vraiment remercier les personnes qui ont travaillé à l'élaboration de ce plan, en premier lieu la direction des espaces verts et de l'environnement, et en particulier la division biodiversité et animal en ville de l'Agence de l'écologie urbaine. Et je remercie également l'ensemble des collègues élus adjointes et adjoints pour leur collaboration à ce projet transversal. En votant ce plan biodiversité, nous faisons, Madame la maire, le choix de prendre nos responsabilités. Nous agissons concrètement pour renforcer la biodiversité à Paris, pour plus de nature et de diversité des espèces et pour notre bien commun. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci pour cette réponse et pour l'avis de l'exécutif sur les vœux. Nous allons passer au vote. Je vais tout d'abord mettre aux voix l'amendement 138 déposé par l'exécutif avec évidemment un avis favorable. Qui est pour ? Qui est contre? S'abstient, ne prend pas part au vote, il est adopté. Ensuite, des amendements déposés par le groupe Changer Paris, de l'amendement 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, sur lesquels un avis défavorable de l'exécutif a été émis. Je les mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient, ne prend pas part au vote. Donc tous les amendements que j'ai mentionnés sont rejetés. Ensuite, les amendements 158, 159, 160, 161 déposés par le groupe écologiste ont recueilli un avis favorable de l'exécutif. Je les mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient, ne prend pas part au vote. Ils sont adoptés. L'amendement 162 déposé par le groupe des écologistes est-il maintenu? Oui, avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient, ne prend pas part au vote. Il est rejeté. Je mets aux voix les vœux de Union Capitale. Les vœux numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 8. Voilà. Donc 6, 7 et 8 avec un avis défavorable de l'exécutif sur ces vœux d'Union Capitale. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ne prend pas part au vote. Pardon? D'accord. Alors, je les différencie. Le vœu numéro 6, déposé par le groupe Union Capitale, qui est pour, qui est contre, s'abstient, ne prend pas part au vote, il est rejeté. Le vœu numéro 7, déposé par le groupe Union Capitale, avec un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, ne prend pas part au vote, rejeté. Le vœu numéro 8, déposé par le groupe Union Capitale, avec un avis défavorable de l'exécutif, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, ne prend pas part au vote, rejeté. Le vœu numéro 9,
du groupe Modem et indépendant avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre, s'abstient, ne prend pas part au vote, il est rejeté. Le numéro 10 du Modem et indépendant sur la Bièvre avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, contre, s'abstient, ne prend pas part au vote, rejeté. Le 11 du groupe Modem avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre, s'abstient, ne prend pas part au vote, rejeté. Et donc je mets aux voix le projet DEV numéro 1 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, ne prend pas part au vote, adopté. Je vous remercie. Je remercie Christophe Najewski. Je remercie toutes les équipes, les adjoints et adjointes et maires d'arrondissement et les services de la ville qui ont très largement contribué à ce plan biodiversité. Et nous poursuivons nos travaux. Alors, nous passons à présent au dossier DAE 60, création du marché découvert Sainte-Cécile dans le 9e arrondissement. La parole à Monsieur Boulard.